Alors, sur le plateau, elle est déjà avec moi. Dalia Chilanda, analyste politique, avocate. Maître, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Monsieur Gaëtan. Après une année que je vous attends pour partager un plateau. Enfin, il n'est pas trop tard, je suis là et je suis très ravie d'être sur vos antennes. Alors, merci beaucoup de votre passage. Alors, on a trois sujets à débattre. Exactement. Dont on va débattre. On commence d'abord par la situation sécuritaire dans l'Est. C'est un sujet sur lequel je veux revenir largement avec mon second invité. Je vous prie de rester pour suivre son témoignage. En tout cas, c'est un témoignage inédit qu'il va nous partager ce soir. La ministre des Affaires étrangères a dit qu'il n'y a pas d'accord jusque-là avec le Rwanda. Pourtant, lors de la dernière réunion ministérielle, sur le compte rendu, c'était écrit que le retrait ou on va dire la neutralisation de FDLR se fera concomitamment avec le retrait, mais il y a un terme un peu ambigu qui a été employé des forces de défense rwandaises, justement de la RDC. Mais il n'y a pas d'accord signé jusque-là. Que faut-il comprendre de ça? Alors, il est important ici de retenir que Madame la ministre a voulu d'abord clarifier, puisqu'autour de cette question, la question sécuritaire, il y a beaucoup de spéculations, de différentes informations qui vont dans tous les sens. Et en tant que patron de la diplomatie congolaise, il était de son devoir de faire ce compte rendu et finalement éclairer la lanterne de tout le monde en disant voilà qu'il n'y a pas d'accord. Et il y a ce qu'il y a eu préalablement effectivement entre les différentes parties prenantes à ces assises de Luanda, c'est que les deux parties devaient d'abord commencer par reconnaître les griefs de tout un chacun. Et elle a dit clairement... Quand on dit que les griefs de tout un chacun, nous on a quels griefs vis-à-vis du Rwanda? On ne les a pas agressés, les Rwandais, il n'y a aucun soldat congolais sur leur sol. Oui, mais... Si les M23 sont des sujets congolais, si le problème avec le M23 c'est un problème congolo-congolais, en quoi est-ce que c'est un grief contre nous ou pour nous? Oui, mais après il faudrait se dire que lors d'un conflit, de part et d'autre, puisque c'est deux parties qui sont en conflit, nous c'est bien, il est évident que c'est nous qui sommes le pays agressé, c'est nous qui avons des compatriotes que nous perdons tous les jours, mais il faudrait noter qu'au travers des différents groupes armés, finalement, on n'a pas pu suivre de près ce qui se passe et d'une manière de plus concrète il fallait que la RDC de son côté reconnaisse qu'au niveau de notre manière de faire, il y a eu certainement, directement ou indirectement, mais puisqu'il s'agit des Congolais aussi qui ont certainement emmené une certaine dérive et il fallait aussi que la RDC se dise voilà, je reconnais que de mon côté, il y a eu cette faiblesse. On reconnaît ça pour pousser le Rwanda à reconnaître quelque chose alors. Mais elle a clairement dit. Ça ne peut pas être servi contre nous en acceptant ce grief-là, non. Je pense que n'étant pas partie prenante à ces assises, mais je me fie exactement à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il fallait d'abord que les différentes parties reconnaissent que chacune des différents griefs et puissions avancer vers une paix régionale. Je ne fais que reprendre ces mots. D'où aujourd'hui parler du fait que est-ce que la RDC, on est tous d'accord que la RDC est agressée, on est tous d'accord que nous sommes la partie victime, mais n'empêche qu'à notre niveau, il y a eu aussi un certain dérapage, soit dans notre manière de faire, dans la procédure, et d'où il était important que des part et d'autre, pour que nous nous mettons autour d'une table. Vous savez, lorsqu'on veut négocier forcément autour d'une table, il faudrait que chacun de nous se dise, voilà ma part, voilà ce que je peux faire, et voilà comment je peux améliorer les choses pour que nous puissions parler le même langage. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Ici, je répète encore que je suis en train d'essayer de comprendre et d'élargir effectivement les propos de la ministre des Affaires étrangères. Alors bon, on comprend que c'est quand même un grief contre nous. Et lorsque on ne cite pas clairement le RDF dans ce qui n'est pas encore un accord, on dit que c'est un pas vers l'avant, est-ce que le Rwanda ne peut pas se dédier par après? Vous savez, c'est vrai qu'on a... Dans cette correspondance, là, j'ai pas trouvé ça, le compte rendu de cette réunion ministérielle. On dit que le Rwanda avait mis en place un mécanisme de défense qu'il doit retirer. Il est vrai que
initialement, nous avons face à nous un pays agresseur, mais qui a toujours voulu jouer à ce jeu de cache-cache. Et la crainte, et je rejoins même les compatriotes qui, comme moi, sont un peu craintifs de savoir est-ce que nous, pour une fois, le Rwanda sera en même de respecter les différents accords et de ne pas vouloir se jouer au malin. Donc c'est la crainte. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la politique même du chef de l'État, qui a été celle de pointer du doigt, de dire haut et fort, voilà que nous sommes agressés et que l'agresseur est connu, qui est le Rwanda, au travers du M23. Donc c'est déjà un pari gagné pour la RDC. Du moment où on s'est nommé explicitement l'agresseur, il s'agit là d'un pari gagné, mais après la démarche aussi, aujourd'hui le Rwanda se sent coincé de partout, il est cité de partout, il a beau faire le sous d'oreille, mais l'on sent la pression autant en interne, autant à l'international pour dire qu'aujourd'hui vous agressez et que vous devez trouver une solution pour que la paix au niveau du Grand Lac puisse être établie et à la partie est de la République. D'où aujourd'hui ces accords, nous avons foi que ça va mener à bien et que grâce à la médiation même de Luanda, de l'Angola, que les choses pourront arriver et tout ce que nous espérons en tant que Congolais, c'est le retour de la paix. C'est ça notre seul mot et c'est à ça que nous en tenons, c'est le retour de la paix à la partie est de la République. Alors, est-ce vous croyez qu'on arrivera à un accord qui va garder l'esprit de ce dernier compte-rendu avec le Rwanda? Vous savez, il s'agit là d'une médiation. Lorsqu'on va en médiation, on va pour parler, c'est au finish pour aboutir effectivement à un accord, à un consensus. Oui. Et nous espérons que les différentes parties, au travers de la médiation de Luanda, pourront effectivement respecter ces accords et pour une fois, nous allons suivre de près et nous croyons à la politique du chef de l'État et nous espérons que cette fois-ci, nous aurons gain de cause. Et la ministre en question, la ministre Thérèse Kayikwamba, Wagner ou Wagner, je ne sais pas exactement comment on le prononce. J'ai moi-même du mal avec ça. Oui, elle fait preuve de beaucoup de compétences, à la fois dans le langage, dans le parler, mais beaucoup de compétences diplomatiques aussi. Comment vous, en tant que femme, la trouvez? Oui. Alors, je crois que je vais être... Je vais quand même être polémiqué là-dessus, comparativement à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lutundula. Vous savez, moi est-ce qu'on peut dire que Thérèse Kayikwamba est plus percutante que le monsieur moi je suis très difficile quand il s'agit de vouloir comparer le genre parce que j'estime comparons les ministres faisant abstraction au genre. Faisons abstraction au genre, je suis totalement d'accord. Je pense que les périodes se diffèrent et que le ministre Lutundula a eu à faire sa part et Madame Thérèse qui arrive aussi, qui continue, dont nous restons finalement dans ce principe-là même étatique de la continuité. Donc, essayer de vouloir amener les deux pour dire qui est le plus efficace, parce que jusqu'ici, est-ce qu'on peut réellement parler d'efficacité? Puisque le résultat, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons avoir la paix. Tac au tac, elle réplique sur le champ. Quand l'actuel ministre des Affaires étrangères rwandais parle, Olivier, elle réplique tout de suite. Hein. Mais je crois qu'il est d'abord question ici de jeu politique et en tant qu'acteur politique, chacun a sa démarche, a son approche. Certes, elle décide d'être à la fois au front et à la fois à l'interne. C'est ce qui est très bien et ce qui est très avantageux. Et j'aime beaucoup la démarche de la ministre parce que finalement, elle nous permet d'éviter les spéculations. Elle nous permet d'éviter tout ce qu'il y a autour des ondus. Et c'est peut-être ce que je peux reprocher à la politique même d'action de l'ancien ministre Lutundula qui lui était plutôt concentré sur ce qu'il avait à faire et n'avait que faire peut-être de tout ce qui pouvait être enrôlé, alors que effectivement la question sécuritaire est une question où les regards sont fixés là-dessus, tant en interne ici au pays et à l'international. Tout le monde veut savoir comment on évolue, d'où l'approche. Je dirais l'approche de Madame la ministre, elle est plutôt meilleure du fait que effectivement elle est à la fois à l'interne, à la fois au front et aussi
n'oublions pas que ce conflit, cette guerre que nous avons avec le Rwanda, elle est aussi à la fois médiatique. Autant nous devons communiquer sur ce qui se passe, sur ce qui est fait, pour que effectivement que les compatriotes ne se sentent pas déroutés ou ne se sentent pas exclus des accords, parce qu'on a l'impression que Kinshasa n'est pas souvent au courant de ce qui se passe à l'Est, mais ça aussi c'est la faute qui relève finalement de nos autorités qui ne communiquent pas assez sur cette question. Ouais, la seule chose peut-être dont je peux lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas très proche des médias locaux, hein. Thérèse Kayikwamba. Bon, encore une fois, je reviens sur le fait que chaque politique a certainement sa manière de percevoir les choses et peut-être moi je dirais que j'apprécie puisque aujourd'hui il faudrait qu'on s'adresse autant à l'international parce que nous connaissons aussi l'origine même du problème de la RDC. Derrière le Rwanda, c'est cache toutes ces multinationales, d'où on a besoin effectivement qu'elles communiquent autant en interne, autant à l'international. D'où je vous rejoins peut-être sur cette note pour dire qu'elle devrait penser à plus communiquer, afin que son message soit transcrit dans toutes nos langues nationales et que le Congolais puisse comprendre. Qu'on a une ministre des Affaires étrangères qui est exactement, qu'on maîtrise un peu son champ d'action aussi. Oui, et personnellement, elle n'est pas aussi très vendue, très connue dans l'opinion nationale. On va peut-être bifurquer un peu en parlant de la révision constitutionnelle. Vous êtes déjà revenu sur ça plusieurs fois dans d'autres médias. Exactement. Ici, à Télé 5 ans, c'est une première. C'est une première, oui. Vous êtes très proche du pouvoir, je vais dire, maître. Oui, dans ce que je peux constater. Mais vous ne partagez pas cet avis du débat sur la révision constitutionnelle. Pourquoi? Alors, pour dire très proche, oui, j'ai été candidate au provincial en 2023 pour le compte de l'Union Sacrée. Donc, j'avais un candidat présidentiel qui est l'actuel président Félix Tshisekedi. Mais sur cette question, je reste plutôt attachée aux valeurs républicaines. Je pense que même si l'on devrait aujourd'hui avoir l'intention de nous ramener ces débats-là, il faudrait bien s'y prendre parce que là, ça part un peu en vrille et on ne maîtrise pas le contour. Et je l'ai dit clairement et j'assume mes propos en disant que s'il s'agit aujourd'hui de parler révision de constitution et que pour certains, il faudrait parler de nombre de mandats et de la durée du mandat du chef de l'État, je le dis haut et fort que je ne suis pas partante, je suis totalement contre, parce que j'estime qu'il s'agit là d'un recul vers la démocratie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État a eu un premier mandat, il a décrit si bien pour dire que le premier mandat, c'était un peu difficile, il fallait trouver les repères, il fallait trouver les bases. Au finish, il n'a eu que peut-être 3 ans où le travail s'est senti. Mais j'estime qu'aujourd'hui, nous avons un second mandat et 10 ans, c'est largement suffisant. Pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose et ensuite laisser son successeur venir et faire sa part de choses. Parce que à lui seul, on ne peut pas tout faire. Vous savez, le Congo est grand. D'où, aujourd'hui, je pense que l'héritage même de l'alternance que nous avons aujourd'hui doit être chéri pour ne pas que nous puissions reculer des années en arrière. Parce que si l'on veut un 3e mandat, après, ça sera un 4e. Après. Et il y a aussi des questions qu'il faudrait poser. Je serais d'accord si l'on me dit, révisons la Constitution parce qu'effectivement, il y a certaines lacunes. Vous savez, cette Constitution a été concoctée à une période où il y a eu la transition, le pays était un peu en difficulté et je vous l'accorde en disant que la constitution d'un pays, elle doit être évolutive, elle doit évoluer, bien sûr, je suis d'accord. Adolphe Muzito dit qu'il faut maintenant qu'on puisse avoir une constitution écrite par des gens légitimement reconnus, par une Assemblée nationale votée légitime et par un président élu. Est-ce que ça va dans votre sens? Je ne partage pas cela parce qu'il faudrait faire attention. Nous sommes dans un pays où la question de la légitimité revient très souvent. La question de la légitimité c'est employé à tort et à travers. Et nous sommes dans une situation où il faudrait qu'on se le dise, que le pays est fragilisé avec tout ce qui se passe à l'est du pays. D'où, aujourd'hui, vouloir parler de légitimité, je suis désolé, il y aura un autre camp qui va se réveiller un matin pour dire que ceux-là ne sont pas légitimes. D'où, aujourd'hui, du plan de vue social, est-ce que c'est opportun de parler de la révision constitutionnelle alors que le pays fait face à autant de problèmes, à autant de défis? Moi, j'estime tout simplement non. Et je rejoins même le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, qui l'a dit, écoutez, pour le moment, ce n'est pas ce à quoi le gouvernement, et lui-même, le chef de l'État, l'a si bien dit qu'il tâcherait de respecter la Constitution et que ce n'est pas une de ses priorités. Mais fort de constater qu'un groupe de
personnes au nom, aussi, hein. Effectivement, au nom de la liberté de penser, ils sont libres, effectivement, on ne va pas leur refuser ce droit-là, nous le concédons, mais simplement, ce qui doit être fait par un petit groupe ne peut pas affecter la gestion même d'un État. Et même s'il faudrait réellement parler de la révision de la Constitution, je pense que nous avons des intelligences qu'il faudrait aujourd'hui inviter autour d'une table, parler, et surtout, dans ces discussions-là, l'intérêt même primordial de la population doit s'y trouver. Mais aujourd'hui, parler d'un nombre de mandats, en quoi la population s'y retrouve? Il n'y a rien de garanti pour la population. Au contraire, il s'agit là des individus qui estiment que le miel il est tellement sucré et qu'il faudrait se maintenir plus longtemps. Et c'est de cette politique-là d'égoïsme que nous disons non. Et pour ça, je suis totalement opposée à ces personnes-là. Et j'ai même dit plusieurs fois que ici, moi je crois à la parole du chef de l'État, mais s'il venait, parce que ça reste un humain qui parfois peut s'entourer de personnes mal intentionnées qui arriveront certaines peut-être à dérouter sa pensée, je ne soutiendrai pas cette démarche parce que notre constitution aujourd'hui, il y a beaucoup à refaire, je vous l'accorde, mais ici je combats plutôt l'intention qui est cachée lorsque l'on voudrait soulever cette question de la révision constitutionnelle. Il ne s'agit pas du bien-être du Congolais, il ne s'agit pas de résoudre des problèmes. Je vous prendrai par exemple, sur le plan juridique, je reviens là-dessus, pour dire que notre constitution, nous avons le contrat pénal, nous avons tout ce qui a trait à l'administration. La constitution n'est pas si explicite, c'est ça. Effectivement, il faudrait revenir pour discuter sur ces points-là. Mais l'intention... Les constitutions du monde ne disent pas tout. Oui, les constitutions du monde ne disent pas tout, mais il y a d'autres dispositions juridiques qui accompagnent la Constitution. Je viens à vous, lorsque vous m'aviez dit que ce n'est pas de moindre, c'est M. Kabouya qui en parle, qui parlait de la Constitution, mais lorsqu'il nous a parlé ici haut et fort en disant qu'il s'agirait là d'une question de souveraineté, j'aimerais vous dire que la RDC, en signant l'acte uniforme de l'OADA, a cédé une partie de sa souveraineté, puisque nous voyons comment ça se passe. Donc, il y a toutes ces questions-là aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait que M. Kabouya vienne nous révéler? C'est vrai, c'est un député national, il a le droit de réfléchir, mais je crois que je vais employer le mot du ministre Mouyaya, que ce sont des débats d'à côté et que l'on ne doit pas assimiler forcément à la gestion d'un État. Et d'ailleurs, ce n'est pas une priorité pour le moment. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce débat sur la révision constitutionnelle nous prépare juste au dialogue? Quand ça sera plein, la crise autour du débat va arriver à son terme, justement. Peut-être c'est en ce moment-là que la classe politique va se rassembler pour dialoguer encore. Mais c'est dans ce sens que je disais d'abord qu'il n'y avait aucune opportunité, ce n'était pas opportun d'aborder cette question-là. Aujourd'hui, moi je pense sincèrement qu'il faudrait réunir les Congolais autour d'une table, discuter de ce que nous avons comme problème en interne, oui, mais après, donc, je reproche d'abord de cette question-là la procédure, la manière dont elle est faite, et je vous ai dit ici que s'il faille parler effectivement de la révision constitutionnelle, pourquoi pas faire asseoir autour d'une table les constitutionnalistes qui peuvent réfléchir, qui mettent les idées ensemble pour effectivement arriver à cela. Mais encore une fois, j'insiste que l'intention derrière, lorsque nous voyons M. Kabouya prendre cette posture, l'intention derrière ici, c'est tout simplement la question de nombre et la limite de mandat. C'est ça le problème. On ne nous dit pas exactement en quoi les articles, j'ai entendu certains dire que non, la Constitution, il y a beaucoup de lacunes et que ça bloquerait, mais je dis, mais en quoi la Constitution aujourd'hui autorise les détournements dont nous sommes victimes? En quoi la Constitution bloquerait la construction de routes? Qu'on nous dise les réels problèmes, en fait. Que la Constitution nous a bloqués ici, après les élections, on n'a pas pu avoir un Premier ministre directement. C'est à cause de cette Constitution. Écoutez, ça c'est simplement des manœuvres dilatoires pour essayer de rallonger le débat. S'il s'agit réellement de blocage après ce que nous avons vécu après les élections, les différentes tractations, mais il y a la loi électorale. Il y a la loi électorale qui peut pallier à ce problème. Donc, il n'y a pas lieu de faire un raccordement frauduleux pour essayer d'expliquer. Et j'attaquerai directement le personnage qui n'est pas habilité, effectivement, et qui ne maîtrise même pas l'essentiel de quoi il aborde. Je suis désolée, mais je le dis cash ainsi. Donc, aujourd'hui, s'il faudrait parler de ce qu'il y a eu lors de la période électorale, puisque nous avons vu lors des élections qu'il ne s'agissait pas de l'opposition contre
la partie au pouvoir, mais c'était au sein même de l'Union sacrée où il y a eu cette tractation. Donc on est tous d'accord que les élections ne se sont pas déroulées comme il fallait. D'où, pour résoudre les questions électorales, retournons-nous vers la loi électorale et arrangeons ce qu'il faut au lieu de simplement racoler de cette manière-là. Donc je ne suis pas partante et je reste très sceptique, mais par contre, je suis pour ceux qui pensent que nous devons aller vers un dialogue, échanger, parler et que les différentes parties prenantes puissent être à même d'emmener le pays, de sortir le pays vers cette crise qui nous menace de plein fouet. Alors, je veux prendre un autre sujet aussi d'actualité, Maître Della, si vous le permettez. C'est cette guerre ouverte entre le Conseil supérieur de la magistrature et les ministres Constant Mutamba, l'un des ministres les mieux cotés en tout cas, et dont la cote de popularité ne cesse de grimper. Alors, lors de la rentrée judiciaire, les magistrats n'ont pas caché en tout cas leur indignation. Ils l'ont dit en face du magistrat suprême, le chef de l'État. On ne sait pas s'il endosse aussi les propos des magistrats qui estiment que le ministre de la Justice est dans le populisme et les jette à la vindicte populaire. Est-ce que vous partagez justement ce point de vue? J'ai suivi avec attention ce qui s'est passé et ce que je peux dire ici, le ministre Mutamba a une casquette de politique du fait les ministres, du fait même du pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il est populiste, c'est ça? Non, laissez-moi finir. Il est politique. Et là, nous avions en face des hauts magistrats, de la plus haute juridiction même. Et c'est grave, pour moi c'est grave parce que en tant qu'avocats et même eux qui sont du corps de magistrats, nous sommes régis finalement sur des principes de déontologie. Et venir de cette manière-là, aborder les questions sans toutefois oublier que le chef de l'État à son temps a eu à jouer un peu au médiateur pour essayer de calmer un peu. Moi j'ai l'impression que là, les magistrats ont simplement manqué ici des principes déontologiques et ce n'était pas élégant de leur part de faire ceci. Et j'aimerais poser la question, mais jusqu'ici on nous parle du populisme, du populisme du ministre Mutamba, mais moi j'aimerais que l'on cite effectivement en quoi le ministre Mutamba a-t-il violé, quels sont les textes qu'il a violés à l'égard des magistrats. Vous, les avocats ou les avocates, les décisions du ministre Mutamba ne vous ont pas encore gêné jusque-là? J'en viens. Laissez-moi finir, j'en viens. Les décisions jusqu'ici du ministre Mutamba, certes, on peut peut-être reprocher la procédure, mais dans le fond, parce qu'il y a toujours ce débat-là de fond qui doit revenir sur la table. Dans le fond, l'esprit ici, c'est de relever les failles aujourd'hui de notre justice. Et je pose la question aux magistrats, qu'ont-ils fait réellement pour aider à ce que notre justice aujourd'hui, à ce que notre population, que les justiciables aient de plus en plus confiance à l'appareil judiciaire? Quand ils font, ils ont un rôle grand. Aujourd'hui, lorsqu'on les pointe du doigt, je pense que très humblement qu'ils ne doivent pas se sentir, menacés, mais au contraire, lorsqu'on les pointe du doigt, ils doivent plutôt avoir une attitude interpellatrice envers eux-mêmes d'abord, parce que là où nous en sommes aujourd'hui avec l'appareil judiciaire, ce sont eux les principaux acteurs, d'où aujourd'hui ils doivent plutôt avoir une attitude où ils se remettent en question pour pouvoir avancer au lieu de toutefois entrer en guerre, parce que cette guerre ne nous profite pas, ni encore aux justiciables, encore moins au corps de magistrats et même vis-à-vis du ministre. D'où je pense qu'il est important, il y a eu les états généraux, donc il y a eu toutes ces résolutions autour qui les corps de magistrats devra s'asseoir, le Conseil supérieur de la magistrature devra se mettre et se dire voilà ce qui ne marche pas et comment est-ce que nous pouvons arranger au lieu de perdre finalement même l'élégance et même de s'éloigner des principes déontologiques qui pour s'attaquer à un politique et ce n'est pas très élégant en tout cas. C'est de l'agitation de la part des magistrats. C'est de l'agitation? Non. Ou du self-défense alors. Non, self-défense, on aurait dit, on va simplement dire qu'ils se reprochent de quelque chose. Oui. Ils se reprochent de quelque chose. Donc, puisqu'ils se reprochent de quelque chose, ils veulent à tout prix. Mais moi, je pense qu'ici, l'idéal, c'est vrai que le Conseil supérieur de la magistrature se mettent ensemble avec le ministre et qu'ils aient un dialogue véritablement sur les problèmes qui ont trait à cet appareil. Et nous finalement, on n'auront plus à assister à de tels pics des part et d'autre qui, finalement, n'est pas très élégant. C'est un spectacle qui ne nous honore pas. Et vous, les avocats, dans tout ça?
Oh, vous savez, les avocats, dans tout ça, on est un peu au milieu, mais après, on est très attaché à la souffrance même de nos différents clients. Et c'est ce qui fait qu'au final, les avocats d'un côté qui sont reprochés aussi de dire « Ah, mais vous aussi, vous dansez les pas de magistrats ». Mais il y a des avocats intègres qui font leur travail comme il se voit. Et le fait que l'appareil judiciaire soit malade nous affecte énormément dans notre travail, dans la manière dont les choses se passent. Et comme Congolais, en tout cas, nous souhaitons que l'appareil judiciaire congolais puisse quitter ce coma et que nous puissions tendre vers une guérison. Justement, la guérison que veut bien appliquer la thérapie de Mutamba que nous attendons, qui va justement se préciser aussi lors des états généraux qui viennent à grande vitesse. Merci, exactement. Maître Dalia Chilanda. Merci à vous, Espérons Monsieur vous retrouver une prochaine fois très rapidement. Oh, je serai honoré de revenir par ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est un témoignage exclusif et inédit que nous allons entendre, vous et moi, tout à l'heure, avec un invité qui revient du Rwanda, où il a étudié beaucoup de choses. Dimitri Mounene est ici, il a beaucoup de choses à nous partager, il a de l'expérience aussi à nous dire, et des dénonciations aussi à faire. Restez avec moi pour suivre cela, c'est passionnant, je vous l'annonce déjà.